Nous sommes bien dans la journée du 7 octobre 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous allons parler quasiment des divers sujets. Nous allons vous expliquer le pourquoi Sassou Nguesso n'est pas parti à la 73e Assemblée des Nations Unies qui s'est tenue bien sûr aux États-Unis dans la période allant du 25 septembre jusqu'au 1er ou au 2 octobre 2018. Pourquoi Sassou n'a pas fait ce voyage? Et on peut dire, les autres chefs d'État du monde entier ont effectué ce voyage. Vous savez que la 73e Assemblée, ou la tribune des Nations Unies, c'est une tribune où les dirigeants du monde viennent jouer leur cinéma, et généralement Sassou profite de cette opportunité pour aller prendre ce qu'on appelle les selfies. Mais cette fois-ci, l'homme n'a pas effectué le voyage. Pourquoi il n'a pas effectué le voyage? Nous allons donc vous expliquer ça. Avant que nous ne rentrons dans le vif de ce sujet, j'aimerais vous faire mentionner quelque chose un instant. Chers amis démocrates africains, comme vous allez remarquer, vous avez là une bouteille haute pression qu'on utilise dans plusieurs de nos hôpitaux, qu'il s'agit du Congo, Afrique, RDC, ainsi de suite. Et donc là, vous avez juste le système de régulation à ce niveau. Donc, vous prenez de la haute pression, vous avez un régulateur haute pression qui permet donc de réguler la pression, de la pression haute pression à la pression basse pression. Donc, c'est cette pression qu'on envoie auprès du patient directement. Mais à l'intérieur ici, vous avez quasiment 2450 PSI, pression maximum. Maintenant, si vous voulez convertir 2450 PSD en PSIG, donc pression maximum, ça va vous donner quasiment à peu près 16 892 kPa à l'intérieur ici. Donc vous voyez que la vie du patient ici ne dépend que de ce petit régulateur là, le régulateur haute pression. Donc si ce régulateur là peut arriver à avoir un problème, ça veut seulement dire que vous allez avoir les 16 896 kPa de pression à l'intérieur du patient. Donc simplement, vous allez vous retrouver avec un patient avec toute cette pression qui va simplement exploser ses poumons. Chers amis. Les systèmes aujourd'hui en Occident, on n'utilise pas ces connexions directes là, de la bouteille haute pression à un petit régulateur. Le système doit passer par plusieurs étages de régulation. Donc vous allez par exemple de la régulation de 2400 PSI, ça va donc passer d'abord par exemple à 500 PSI, et vous allez donc mettre un septi-relais valve, ce que nous appelons une valve de sécurité, pour permettre de protéger les équipements dans la partie qui se retrouve après la régulation. Vous voyez, chers amis. Donc, simplement, nous avons changé les styles de faire les directs. Nous passons par des alertes sécurité. Ça peut être des alertes sécurité santé. Ça peut être des alertes sécurité du point de vue la protection des individus à l'intérieur du pays. Donc ça, c'est une alerte sécurité que nous voulons faire passer. Nous avons remarqué ce genre de bouteilles haute pression dans plusieurs hôpitaux. Nous l'avons vu au Congo-Brazzaville avec des patients qu'on a directement connectés sur ce genre de bonbonnes là, des bouteilles de gaz, des bouteilles d'oxygène médicalisées. Mais la pression maximale de ces bouteilles là, c'est 2450 PSI, PSIG. Donc si vous le convertissez en kilopascal, ça va vous donner une affaire de 16 892 kilopascal. Et la plupart des hôpitaux au Congo, ou comme en Afrique, dans plusieurs pays africains, vous partez de la bouteille haute pression, comme nous venons de signaler, au régulateur. Donc le régulateur ici, c'est simplement un instrument mécanique qui permet de diminuer la pression. Donc il prend la pression haute pression de 16 000 kPa, il le convertit donc à la pression d'utilisation. La plupart du temps, on peut dire, c'est 5 PSI la pression d'utilisation. Donc une petite pression qui rentre dans le corps humain pour que ça permette à l'individu de bien respirer. Mais dans le cas contraire, nous avons ici la vie du patient est conditionnée par ce régulateur là que nous venons de vous montrer. Donc nous allons encore vous le montrer. Vous voyez que la vie du patient, est conditionnée par ce petit régulateur là. Si ce régulateur là arrive à avoir un
un défaut mécanique pendant au cours de son fonctionnement, vous allez vous retrouver avec toute la pression à l'intérieur de ce cylindre, dans les poumons de l'individu. Donc, vous avez une pression qui va simplement exploser ses poumons. C'est un grand problème de sécurité, chers amis. La régulation, la meilleure façon de le faire, c'est de faire passer la régulation sur plusieurs étages. Vous allez dans une diminution continuelle. Vous partez de 16 000 kPa, vous le ramenez par exemple à 500 kPa, ainsi de suite, ainsi de suite. Et chaque fois, vous voyez bien que en bas, le patient utilise quoi? Qu'est-ce qui est connecté entre le régulateur au patient? C'est juste un tube en plastique. Mais ce tube-là n'est pas capable de pouvoir supporter toute la pression qui est à l'intérieur de ce bouteille-là, de cette bouteille-là, excusez-moi. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met donc des valves de sécurité qui doivent protéger les équipements qui se retrouvent dans la partie extérieure. Donc, ça veut simplement dire qu'un équipement de sécurité qui va protéger le patient, qui va protéger aussi le tube en plastique. C'est comme ça, chers amis. Parce que si vous vous retrouvez avec cette pression, la première des choses, cette pression va faire basculer le petit tube. Et éventuellement, vous vous retrouvez avec la pression de 16 000 kPa sur le patient. Alors donc, ce sera l'explosion des poumons. Alors donc, les pratiques que nous sommes en train de voir en Afrique, ça fait plusieurs années, ce n'est pas de la bonne façon. Donc, il faut qu'on arrive à changer. Au Congo-Brazzaville, ça, c'est ce qu'on est en train d'utiliser dans la plupart des temps. Il faut qu'on change parce que c'est un grand problème que, en réalité, si encore le ministère de la Santé, des gens qui sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, ils doivent vite penser à changer ces régulations. Maintenant, on va vous parler un peu de l'Occident. En Occident, comment ça se passe? L'Occident, la plupart du temps, n'utilise même pas ces bouteilles-là. On utilise de l'oxygène médical liquéfié dans des grands cylindres qui peut aller jusqu'à 50 mètres de hauteur avec des diamètres peut-être jusqu'à 16 mètres de diamètre. Et donc, on arrive donc à prendre l'oxygène médicalisé en liquide, on le fait passer à travers les évaporateurs ambiants, donc des échanges de chaleur. Et donc, on arrive à convertir du liquide cryogénique, hein, parce que c'est à des températures de moins 250 degrés, vous voyez, on le fait passer à travers des évaporateurs ambiants. Il y a juste de l'air qui va donc, par la conversion d'air, on va donc convertir le liquide au gaz. Et ce gaz-là, la plupart du temps, la pression maximale de ces réservoirs, c'est autour de 250 PSI. Vous voyez, chers amis. Et donc, vous arrivez donc à convertir du liquide au gaz. Le gaz passe par plusieurs étages de régulation. Et donc, vous vous retrouvez avec des grandes quantités, déjà même en volume, de ce produit, de l'oxygène médicalisé. Vous voyez? Donc, vous voyez que les patients sont protégés, les équipements sont protégés avec tout le design de sécurité qui se font là-dedans. Donc, au Congo, c'est un grand problème. Donc, si vous avez des parents qui sont sous ces conditions, vos parents se retrouvent en danger. Si ce n'est pas la maladie qui va les emporter, c'est éventuellement, au cas où vous aviez cette régulation, le régulateur ici là pose le problème, alors vous vous retrouvez avec la haute pression à l'intérieur des poumons. Voilà, donc ça c'était juste l'alerte sécurité. Nous allons simplement rentrer dans le vif de notre sujet. Bon, nous savons tous qu'il y a eu l'Assemblée générale des Nations Unies, donc la 73e Assemblée, qui est partie du 25 septembre jusqu'au 2, je crois jusqu'au 2 octobre. Tous les chefs d'État sont partis, tout un chacun est allé faire son discours comme d'habitude. Sassou n'a pas effectué le voyage. Qu'est-ce qui nous le prouve? Le Congo, le discours du Congo, on ne sait même pas si ça a été lu par qui, parce que quand nous sommes en train de chercher, parce que, chers amis, il faut qu'on parle avec preuve ici. Nous sommes ici dans le website de l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous êtes en train de le regarder ici. Et nous sommes bien ici, la 73e session. Bon, si vous voyez, ça sont les dates. Là, nous sommes en train de regarder les dates. Si nous essayons de regarder à partir du premier jour où la session s'est déroulée, vous voyez par exemple la journée du 25. Hein, donc, c'est mieux aussi. Vous voyez le 25. Vous voyez, là nous donnons les noms. Hein. Vous voyez, His Excellency Michel Temer, President Federal Republic of Brazil. Vous aviez ici Excellency Donald Trump, President of the United States of America. Vous avez donc Emmanuel Macron, tout ça. Donc on vous dit tous les présidents qui étaient là. Donc si vous partez,
vous allez voir les discours de chaque État, si ça a été lu par un président ou si ça a été lu par un Premier ministre. On vous le dit aussi. Par exemple, la République démocratique du Congo, vous voyez à ce niveau ici, His Excellency Joseph Kabila, Democratic Republic of Congo, celui de Zambie, on parle de son président qui est là. Donc quasiment, vous allez retrouver cette liste-là. Si vous partez, vous partez dans l'Assemblée nationale des Nations Unies, vous allez voir la 73e session, vous allez voir effectivement tous les chefs d'État et les chefs de gouvernement qui ont lu le discours de leur pays, ici, là, aux Nations Unies. Par contre, le Congo-Brazzaville, le nom de Sassou n'y figure même pas. Et on ne mentionne même pas le nom de l'individu qui a lu, puisque même Clément Mwamba n'a jamais effectué le voyage. Le premier ministre de Sassou. Ni celui, comment on appelle, son ministre des Affaires étrangères. On ne mentionne même pas son nom ici. Si vous allez dans cette liste, si vous partez du 25 jusqu'au 2, où vous allez regarder tous ces chefs de gouvernement, vous verrez que le Congo n'y était pas. Ça a été lu certainement par quelqu'un, mais en tout cas, on ne mentionne pas. Moi, j'ai regardé, on ne mentionne pas. Vous voyez ici, là, on a mentionné le Congo ici. Je vais simplement le souligner. His Excellency, on a donné les noms, mais on n'a pas parlé des noms des personnes qui ont lu le discours du Congo. Le Congo, on ne voit aucunement. Si vous pouvez même aller, en haut. On va essayer de voir les noms, Premier ministre, Excellence, voilà, on donne les noms, Excellent, on donne les noms, même des Premiers ministres qui ont lu, ou des représentants de ces pays. Mais en tout cas, le Congo-Brazzaville, comme vous venez de voir, ici, comme nous venons de le souligner, en tout cas, on ne mentionne pas le nom de l'individu qui a lu le discours du Congo. Et les Congolais nous ont posé la question, pourquoi d'habitude, l'homme qui était un expert en selfie, hein, qui aime aller en selfie, mais cette fois-ci, il a taillé la zone. Pourquoi il a taillé la zone? Le système du baie vitré est allé faire ses recherches. Le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde, est allé faire ses recherches et nous sommes venus avec la réponse. 1. Le colonel Picard avait déposé une plainte au niveau des États-Unis, un citoyen américain en danger contre Denis Sassou Nguesso, et ça c'est la raison, la première raison qui a fait que Sassou ne puisse pas effectuer le voyage. Sassou a eu peur de se retrouver dans la situation de Dominique Strauss-Kahn, qui pourtant avait l'immunité diplomatique du fait qu'il était le patron du Fonds monétaire international. Et donc, Dominique Strauss-Kahn s'est retrouvé avec des menottes. Son immunité diplomatique a été chamboulée aux pieds, vous voyez, chers amis. On l'a humilié par les policiers de New York, vous voyez. Et toutes les caméras du monde ont passé en revue un homme totalement détruit par l'acte de sexuel qu'il a commis, et donc l'homme avait été humilié. La justice américaine n'est pas la justice française. La justice qui fait fuir des criminels dans la nuit, des gens comme comment on appelle, François Ndengue, quand on fait extirper dans la nuit, les voyous de ce régime qui volent, qui viennent avec du cash à Roissy, du cash congolais, en multimillions d'euros, qu'on laisse simplement passer et que l'argent est restitué après. Donc la justice américaine n'est pas la justice de la France. Vous voyez? Et donc, Sassou voulait bien, parce qu'il voulait bien venir là, à la 73e, profiter de saisir l'opportunité, trouver même un moyen pour avoir le selfie avec le président Trump. Vous vous souvenez, quand il a effectué un voyage du Congo jusqu'aux États-Unis, le président Trump venait d'être élu à cette époque. Donc, il a effectué un voyage, soi-disant, il venait pour rencontrer le président Trump. Donc, il voulait saisir de l'opportunité, même s'accrocher encore, qu'on le voit encore avec Macron, qu'on dise qu'il a toujours le soutien de la France, ça nous le savons, mais au moins qu'il puisse s'accrocher avec les autres leaders du monde. Mais, malheureusement, toujours dans ces réseaux israéliens, ces réseaux France-Afrique, on lui dit, ne badine pas avec la justice américaine, tu mets ton pied, tu seras menotté, tu auras des cracas comme ça.
Et vous savez aussi cette affaire de Komi Sempex, hein, qui a des grandes poursuites contre le Congo, mais éventuellement contre la famille Sassou. Vous voyez, donc il y a des juges qui sont là, qui l'attendaient au pied ferme. Hein. Les menottes étaient déjà prêtes. Hein. On avait déjà préparé ces menottes-là pour mettre les menottes à Sassou. Vous devez voir là. Parce que les Américains devaient s'en foutre de l'immunité entre guillemets présidentielle. Parce qu'on déjà, on ne le considère pas comme le président. Vous voyez, chers amis. Et l'homme, malgré qu'il voulait, comme il dit, c'est un têtu, mais cette fois-ci, il n'a pas joué au têtu. Il a quand même écouté à ses conseillers, minables conseillers. Et donc, il était donc obligé de ne pas venir. Mais vous l'avez vu, hein, le lendemain, il est allé chez Alpha Condé pour, soi-disant, l'indépendance de la Guinée. Vous voyez? Donc, et tout de suite, vous avez vu comment Télé Congo a déballé la machine des selfies pour démontrer que, oui, il est là. Et on l'a vu tout de suite. Mais on ne l'a pas vu là où étaient les grands chefs d'État, les grands chefs de gouvernement, là à New York, à la cour des grands. À la cour des grands, il n'est pas arrivé. Vous voyez? Et donc, c'est cela. Et puis, la deuxième raison, nous savons qu'il n'aura pas l'argent du Fonds monétaire international, quel que soit ce que la France est en train de faire pour essayer de sortir de là. Ça allait encore être une humiliation complète à son arrivée à New York. Bon, il a trouvé que c'était l'opportunité de ne pas venir. Donc, malgré lui, et ça, c'est sûr qu'il a pleuré au fond de lui, il a énormément pleuré au fond de lui, parce qu'il ne pouvait pas faire ce voyage-là. Mais on l'a vu après aller exhiber ses selfies chez Alpha Condé, d'ailleurs Alpha Condé qui refuse, qui refuse de dire la vérité aux journalistes, qui d'ailleurs est dans la lancée de pouvoir changer la constitution de la Guinée pour briller encore un troisième mandat qui va éventuellement frauder pour devenir encore un président. Vous voyez qu'alors que ce sont des gens, que des musiciens comme Alpha Blondy ont chanté pour vénérer à l'époque où il était en prison, mais là où il devient chef d'État, il devient simplement un dictateur, il est furieux dans les interviews avec les journalistes. Vous voyez donc, chers amis, on vous le dit, l'affaire de l'Afrique et du Congo, il va forcément que nous nous préparions nous-mêmes à libérer le Congo-Brazzaville. Chers amis, je vais rapidement passer sur un autre sujet. Parlons de Ntumi. Ntumi et Sassou. Bon, je crois que nombreux parmi vous, vous avez, bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller lire, mais nous sommes obligés de faire ce travail à votre place. Donc, vous le savez, bon, cet article, vous pouvez aller le regarder. Je suis allé le regarder à Zengamambo. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, vous pouvez le lire simplement. Le Congo a besoin de 6 milliards de francs CFA pour financer le processus de paix dans le pôle. Bon, c'est un article qui a été publié le 6 octobre. Mais je vais simplement lire, chers amis. Peut-être que vous n'avez pas la possibilité de le lire, mais je vais lire quelques extraits. Pour financer le programme désarmement, démobilisation et réintégration, le programme qu'ils ont appelé DDR, des rebelles Ninjan Silulu, le gouvernement congolais a besoin de 8,3 milliards de francs CFA, soit 16,6 millions de dollars. Mais le pays ne dispose pour l'instant que de 2 milliards, donc 3,5 millions de francs dollars. Et tend la main à des partenaires internationaux. Chers amis, nous allons continuer de lire rapidement. Le vœu a été mis au cours d'une table ronde organisée ce jeudi 4 octobre à Brazzaville. Ces retrouvailles réunissaient le gouvernement congolais, les représentants du système des Nations Unies. Nous posons la question. Quels étaient donc ces représentants du système des Nations Unies qui étaient à cette table ronde organisée par le régime de Mwamba avec son chef, le despote Sassou. Bon voilà, on dit des ambassadeurs accrédités et des membres d'institutions spécialisées dans l'humanitaire. Selon les médias congolais, la réunion a porté essentiellement sur l'examen des grands axes du programme désarmement, démobilisation et réintégration. D'après des évaluations faites par le gouvernement congolais avec des partenaires, le DDR devrait s'exécuter sur une période de 4 ans au coût de 8,3 milliards de francs CFA, soit 16,6 millions de dollars.
chers amis, nous allons continuer la lecture. Mais si le DDR est censé être une condition sine qua non à une paix durable dans le pôle, la conjoncture économique du Congo pourrait permettre, la conjoncture économique congolaise pourrait mettre à mal son exécution effective. Force est malheureusement de constater que le contexte économique et financier national actuel ne peut en toute objectivité permettre à notre pays de financer entièrement ce programme. Déplore l'un des fils de Kolela, l'un des fils maudits de Kolela, les enfants adoptifs de Sassou, éloge Landry Kolela, le haut commissaire à la réinsertion des ex-combattants. Et l'enveloppe prévue par le Congo pour ce programme contient que 2 milliards de francs CFA, donc soit 3,5 millions de dollars. Il manque alors plus de 6 milliards de francs CFA. Bon, chers amis, ce qui est plus important, c'est que moi j'avais trouvé très intéressant à vous faire lire ici. Il dit, à ce niveau-là, nous sommes à ce niveau, il dit, les conditions émises par des partenaires. Quels sont ces partenaires-là? Ben, vous allez les découvrir. Déterminés à voler au secours du Congo, des partenaires ne veulent tout de même, il dit, des partenaires ne veulent tout de même méthodique. Nous allons continuer à travailler avec les équipes des Nations Unies pour lever un certain nombre de points d'interrogation. Et je pense que c'est par cette méthode que nous arriverons à mieux cibler et à être complémentaires les uns des autres, indique Bertrand Kochuri, l'ambassadeur de France au Congo. Bertrand Kochuri, voilà un escroc. Voilà un escroc, l'ambassadeur de France au Congo, Bertrand Kochuri. Excusez-moi, je vais simplement ajuster. Et ça, c'est Bertrand Kochuri. Nous allons continuer à travailler avec des équipes des Nations Unies pour lever un certain nombre de points d'interrogation. Et je pense que c'est par cette méthode que nous arriverons à mieux cibler et à être complémentaires les uns des autres. Donc il dit, déterminé à voler au secours du Congo, les partenaires veulent que ce soit méthodique. Et qui le dit? Bertrand Kochuri. Bertrand Kochuri, un escroc français que Emmanuel Macron a envoyé au Congo-Brazzaville, qui est là pour tout faire, pour sauver Sassou, pour protéger le régime. Bertrand Kochuri, un escroc français, un ambassadeur escroc, un homme qui a du sang. Vous voyez ces gens-là, ils sont allés faire la guerre dans le pôle, ils sont allés détruire le département du pôle, avec la complicité de la France, la complicité de Bertrand Kochuri, la complicité de Emmanuel Macron. Nous accusons énormément la France parce que la France l'a dit, l'attaché militaire de la France à Brazzaville l'a dit qu'il a reçu des instructions fermes du président Emmanuel Macron pour protéger le régime de Sassou. Les instructions fermes, ça veut simplement dire bâtir des stratégies qui consistent à briser la vie des populations, à briser l'économie sous la protection des minerais, donc le gaz et le pétrole du Congo à la France. Bertrand Kochuri, l'homme qui passe tout son mandat au niveau du Congo pour protéger les intérêts criminels de Sassou. Là, ce même Bertrand Kochuri travaille avec un groupe, soi-disant des partenaires du Congo, pour aller chercher des fonds, donc plus de 16,5 millions de dollars, pour aller donc donner de l'argent à qui? Ntoumi, l'homme qui a participé avec Sassou dans la destruction du département du pôle. Et donc là, ils veulent maintenant arnaquer les bons citoyens du monde. C'est-à-dire ceux-là qui ont le cœur bien, les véritables donateurs dans le système humanitaire. On veut vouloir aller démontrer qu'il y a une forte crise là-bas et que ceux-là qui sont allés faire la guerre, ceux-là qui ont décidé personnellement, ceux-là qui ont prémédité, ceux-là qui ont fait le coup, ceux-là qui ont établi donc
L'intention du crime est là, établie sur les cartes. Éradiquer les gens, briser les populations, jusqu'à même à couper les arbres fruitiers. Et sont maintenant en train de chercher 6 milliards de francs CFA. Donc, 16,5 millions de dollars pour, soi-disant, pour réintégrer les ninjas de Silulu, réintégrer les gens de Ntumi, donner à Ntumi son argent et qu'il continue à demeurer l'homme d'affaires. Ces généraux militaires-là qui ont brisé, détruit la population, vont continuer à demeurer ces hommes d'affaires-là. Alors nous, ce qu'on va leur dire ceci, nous allons faire la guerre pour régler l'affaire du Congo. Et donc, ce que vous voulez aller donner à Ntumi, ça sera peine perdue parce que nous irons détruire encore ce que vous allez donner à Ntumi. L'objectif ici, c'est de briser Oyo, brûler Tikapika, brûler Olombo, brûler tous ces villages des amis de Sassou. Et comme ça, nous verrons les mêmes partenaires viendront encore avec de l'argent pour reconstruire. Quant à Ntumi, nous viendrons brûler les gens de Ntumi, la réinsertion des ninjas de Silulu dans l'armée, nous allons les radier, nous allons les traquer tous en justice parce que le rôle que Ntumi et ces ninjas de Silulu jouent, c'est un peu ce que Joseph Kony est en train de faire, hein, la RLA, au niveau de la République démocratique du Congo, en Ouganda, en République centrafricaine. C'est un criminel avec son groupe. Donc, les Nsilulu seront considérés au même titre que les gens de la RLA, de Joseph Kony. Et Ntumi sera considéré au même titre que les gens de la RLA. Et Sassou sera considéré au même titre que Ntumi. Donc, on va leur dire que ces partenaires-là, les bons samaritains, aillent donner de l'argent à Ntumi. Nous viendrons brûler encore ça. Nous viendrons faire la guerre là-bas parce que nous comprenons que la solution du Congo, c'est de faire la guerre. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas une solution politique, vous le savez. Quand vous avez des escrocs comme Bertrand Kochiri, l'ambassadeur de France, c'est un escroc, c'est un homme d'affaires. Il faut le dire comme ça, chers amis. C'est un homme d'affaires. Il est là pour de l'argent, pour son compte. Il n'est pas là pour le peuple français. C'est ça la différence. Hein? C'est-à-dire que il ne faut pas que les gens nous présentent comme des xénophobes aux Français. Nous ne sommes pas des xénophobes aux Français. Nous sommes des xénophobes contre le système politique de la criminalité de la France. Le système politique de la criminalité qui consiste à tuer des vies, à détruire des vies, hein, à nous prendre, nous les Noirs, comme du pipi, comme du matière fécale, à nous prendre comme des gens qui n'ont pas de valeur, et des gens nous massacrent pour des intérêts d'argent. Et nous sommes xénophobes contre ce genre de pratique-là. Nous ne sommes pas xénophobes contre le peuple français, parce qu'il faut le dire qu'il y a des Français intègres, il y a des Français conscients, il y a des Français qui comprennent le sens de notre combat. Et il y a même des Français qui viennent dénoncer que tout à l'heure que nous allons vous faire jouer une vidéo que vous allez écouter de vous-même, ce qui se disent par un certain nombre de Français. Parce que si ces Français-là étaient contre nous, nous pensons qu'ils ne pouvaient pas venir avec ce genre de publication. Nous sommes contre le système de la criminalité politique de la France. Il faut le dire que la France est une pourriture et que nous, en tant que jeunes Africains, il faut que nous nous battions pour chasser la France hors de l'Afrique parce que la France demeure une véritable menace pour la vie des Noirs francophones dans cette zone d'Afrique centrale. C'est cela. Donc on le dit encore, Bertrand Kochiri, c'est un pauvre type. Je ne sais même pas pourquoi les jeunes au Congo sont en train de laisser cet homme-là, parce qu'il est là pour les intérêts de Sassou. Il n'est pas là pour les... Il ne parle pas au nom de la France, mais il utilise l'étiquette de la France. Il utilise son grade, son titre, que le peuple français, par le biais de son président, l'a confié à vouloir profiter du peuple français. Donc lui, il profite de combler ses valises avec de l'argent sale de Sassou, l'argent de la corruption, et essayer de promouvoir les valeurs de Sassou, alors qu'il sait que l'homme est dans le crime organisé. Donc c'était ça. Ce que nous avons pensé vous faire montrer à ce sujet. Maintenant, nous allons vous montrer un certain nombre des Français intègres, hein, des Français qui en réalité, qui pensent que il faut lutter, il faut travailler avec des Africains, il faut travailler avec des jeunes Africains. Donc, rapidement, nous allons essayer de voir comment nous allons simplement essayer de tourner la caméra et nous allons donc aller regarder ces gens des Français-là, selon les témoignages qu'eux ils nous apportent ici. Et nous allons donc simplement essayer de jouer cette vidéo pour voir comment... Bon, je crois qu'il y a un problème de sang. Je vais essayer de regarder pourquoi j'ai un problème de sang. Juste un instant. Je crois que c'est là.
Bon, voilà. Bon, voilà. Donc, on va encore essayer de voir. C'est juste un extrait. L'intégralité de cette vidéo, j'ai publié le lien sur mon mur Facebook. Vous pouvez aller regarder l'intégralité. Ça fait 15 minutes. Vous pouvez aller regarder et écouter ce que ce monsieur est en train de nous dire. Et donc, nous allons encore essayer de voir si nous allons essayer de jouer, si nous allons voir le son. Voilà, allez, on va écouter les vrais Français. Hein, c'est ce que nous appelons les vrais Français. Voilà. Qu'on connaît, un ange qu'on ne connaît pas. Donc la tendance, bien sûr, il y a une primauté. Le président sortant, ça veut dire finalement on ne veut pas que ça bouge. Et c'est pour ça que beaucoup d'opposants africains sont très critiques vis-à-vis cette politique en disant finalement ça ne change pas. C'est vrai, quand la France a des intérêts stratégiques à défendre, elle maintient, elle aide évidemment celui qui est en place, parce que c'est compliqué de changer dans tous les pays d'Afrique centrale, avec Denis Sassou Nguesso ou Ali Bongo ou autres. C'est vrai qu'ils savent à un moment donné ou à un autre rendre service à la France. Pour des choses, que ce soit sur l'environnement, je veux dire, toute cette région, c'est le deuxième poumon de l'humanité, la grande forêt équatoriale. Et ben quand il y a la COP 21, COP 22, les chefs d'État africains sont au premier rang, parce que évidemment, il va dire, vous voulez nous appeler, mais alors il faudrait être gentil avec nous, il ne faut pas nous emmerder au moment de nos élections. C'est comme ça que même François Hollande a balisé des référendums au Congo-Brazza ou la réélection de Ali Bongo au Gabon. Et c'est vrai que les services secrets doivent souffler dans l'oreille du chef en disant chef, vous savez, voilà, il nous a rendu service, il faut qu'il reste en place. Merci beaucoup Antoine Glaser. Bon voilà, donc vous venez là de un expert français, Antoine Glaser. Vous pouvez aller regarder l'intégralité de cette vidéo. Le lien est publié sur mon mur Facebook. Donc vous pouvez aller regarder l'intégralité. Vous avez entendu. Voilà, c'est les services français. Le titre, le titre, on dit que la France fait monter ses hommes de l'ombre en Afrique. La France fait monter ses hommes de l'ombre en Afrique. Mais qui sont ces hommes de l'ombre? Mais ce sont des ex-anciens services français, ce sont des ambassadeurs, des gens comme de Bertrand Cochery, un pauvre con, il faut le dire, c'est un pauvre type, parce qu'il se tape de l'argent. Oui, il devient un homme d'affaires avec beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux, sous le son des Congolais. Vous voyez, là c'est un expert français qui vient de le dire. Vous voyez, au nom des intérêts, on demande à Sassou de changer la constitution. Au nom des intérêts, on protège tous les crimes économiques et les crimes de sang commis par Sassou. Au nom des intérêts, on sacrifie tout un peuple, qui est le peuple congolais, parce qu'il faut conserver un homme, cet homme-là, cet homme qui rend service à la France, c'est-à-dire qui s'est décidé de donner les intérêts du Congo à la France, donc le pétrole, le gaz, le bois, et ainsi de suite. L'homme qui est prêt à tout financer, la COP 21, près de 40%, c'est lui qui a payé avec l'argent du contribuable congolais, pendant que le Congo, les Congolais souffrent, pendant que les Congolais vivent un peu dans des conditions que nous venons de vous montrer, un malade qui est connecté directement à une pression de plus de 16 000 kPa. Donc, la vie du malade est entre deux choses. Éventuellement, ce petit régulateur, si il y a un défaut, ben voilà, les poumons sont partis en une fraction de seconde, au nom des intérêts. Et Emmanuel Macron, qui est le président de la France, qui vient gagner devant la tribune des Nations Unies, et il vient nous faire croire qu'il est l'expert des inégalités, le défenseur des inégalités. Il vient nous faire croire qu'il ne croit pas à la loi du plus fort. Mais les exemples sont là, et ils sont les plus forts, n'est-ce pas? Mais, chers amis africains, nous, pour être forts, pour prouver à ces gens-là, il faut que nous luttions. Il faut que nous luttions. Nous devons lutter pour notre survie. Si nous ne luttions pas pour notre survie, ça va être difficile pour nous. Vous voyez, chers amis? Donc, quand vous entendez, allez-y suivre cette émission et suivez les paroles de ce que M. Antoine Glaser est en train de dire. Mais, vous comprenez, hein? Tous, ils viennent chez nous en espion, protéger ceux qui sont là au pouvoir. Vous voyez? Et donc, au nom des intérêts, on sacrifie tout un peuple. Là, le Congo est sacrifié. Hein? Tout le peuple est sacrifié. Parce qu'il faut protéger le pouvoir d'un homme, d'un individu qui est Sassou Denis. C'est inacceptable, ce que nous sommes en train de voir. Vous voyez, chers amis? Et donc, on le dit. Vous comprenez bien, chers amis.
on revient sur le Kassassou, le cas de la France. Au nom des intérêts, on sacrifie. Et on sacrifie le peuple noir. Parce que le peuple bantou a peur d'aller à commettre des actions comme font les Arabes. Chers amis, je vais vous prendre deux exemples. Le Moyen-Orient, prenons par exemple l'Arabie Saoudite. Total a construit des universités là-bas. Total a construit des hôpitaux, des grandes renommées. Pourquoi? Parce que ça fait partie des compensations liées à ce qu'on appelle la pollution. Et ça, c'est exigé par l'Arabie Saoudite. Donc vous voyez que le respect qu'on donne aux Arabes, parce qu'on sait que les Arabes sont capables de mener des véritables actions contre leurs intérêts. Et ça, ils n'hésitent pas, même au prix de leur vie. Donc, l'Arabie Saoudite a exigé, au nom de la pollution, vous devez bâtir des infrastructures médicalisées ici, vous devez donner la possibilité de l'éducation aux enfants, et des universités qui ont des connexions directes avec des grandes universités en Europe, en Amérique et partout, payées par Total, hein, chers amis, payées par Total. Pour ceux qui veulent aller vérifier, peuvent aller vérifier l'information. Mais, chez nous, on sait que c'est le noir, le bantou, c'est-à-dire l'homme qui ne pense qu'à son propre ventre, qui ne pense qu'à sa petite famille, qui se limite qu'à ça. On n'avance pas. Donc, on peut corrompre quelques-uns, comme d'ailleurs le clan Sassou, tout le monde est dans cette corruption avérée, dans le crime avéré, et au nom des intérêts, il faut donc protéger ces gens-là, on va leur donner le minimum, on les protège, et ils vont continuer à faire le boulot à leur place. Total au Congo n'a aucun hôpital que les populations peuvent aller se soigner. Et on tient à vous signaler que l'hôpital général en Arabie Saoudite, c'est gratuit. Hein? C'est Total qui paye. Ce sont des subventions liées à la pollution. Mais demandez un peu à Total au Congo toutes les pollutions qu'ils font déverser dans les océans. Les torseurs qui brûlent. Angieno là-bas, les populations sont affectées par des odeurs de maladies. La pneumopathie, beaucoup de maladies sont affectées les populations. Est-ce qu'il y a une récompense? Il n'y a pas une récompense. Il y a une possibilité de traiter les populations. Oui, il y a une possibilité. Est-ce que Total a mis en place ces possibilités-là? Non, chers amis. Et ni ont mis en place ces possibilités-là. Non, chers amis. On ne respecte pas le noir. Mais l'arabe est craint. Parce que l'arabe est capable de mener des actions à s'exploser devant tout le monde. Le noir, le bantou a peur de le faire. Voilà pourquoi on s'amuse avec nous. Voilà pourquoi les Français viennent faire le bordel chez nous. Il faut que nous commençons de s'armer de l'armature du guerrier pour contrer ces intérêts-là. Total qui fout la merde dans la politique, dans la vie des populations, qui supporte un criminel qui ne doit plus être là, mais Total doit partir de là. Donc brûler Total au Congo, brûler Eni. C'est de cette façon, chers amis, qu'il faut s'en sortir. Tant qu'il n'y aura pas... On a toujours dit que, oui, l'étape de la conscience est là, mais il faut passer aux actions. Il faut passer aux actions. C'est ça la réalité. Donc, vous entendez là que la France a encore fait monter ces hommes de l'ombre en Afrique. La France fait monter ces hommes de l'ombre en Afrique. Ça veut seulement dire qu'il n'y aura rien pour vous les Africains. Surtout pour l'Afrique noire francophone. Parce que l'objectif de la France, c'est de maintenir les reptiliens de la mauvaise espèce. C'est Gourou Girouette, des présidents dont l'âge avancé, et qui conduisent l'Afrique droit vers la tombe, comme l'a dit le président Mo Ibrahim, l'homme d'affaires soudanais. Vous voyez? Le cas encore, nous sommes en train de le voir, les élections en Côte d'Ivoire, alors plutôt au Cameroun. Des fraudes qui se font. Cabral Limbi venait de faire une déclaration. D'ailleurs, que nous, on ne manque pas de vous le faire écouter. Ça, c'est très important. Nous allons simplement aller regarder comment nous allons vous faire écouter ce message de Cabral Limbi, un jeune de 38 ans qui a traîné de foule, bien discuté, que les gens ont minimisé dès le début. Hein, dès le début. Mais on l'a traité simplement. 14h30 par là. Et je prends l'initiative de cette vidéo pour faire le point et mettre en garde. Écoutons un peu ce que Cabral Limbi dit. Quand nous avons remporté la victoire de l'engouement populaire vis-à-vis
de la chose politique. Il est clair que nous avons remporté la victoire de la mobilisation pendant la campagne électorale. Il est également clair en cette mi-journée que nous avons remporté la victoire de la mobilisation populaire vis-à-vis du vote. Mais l'heure est grave. Levez-vous, chers concitoyens. Préparez-vous à défendre votre victoire. Parce qu'il y a des choses incroyables qui sont en train de se dérouler. En Colmetet, dans l'Union Issou, nos représentants ont été bastonnés. Leur mandat déchiré. C'est inadmissible. Ça arrive une seule fois. On n'a pas besoin de deux fois. C'est inadmissible. Je viens de sillonner moi-même le terrain dans la ville de Yaoundé. Ils sont nombreux qui ont leur récépissé, qui ont leur carte d'électeur, mais leur nom ne figure nulle part. J'ai accompagné moi-même une dizaine de jeunes qui, désespérément, n'ont pas pu trouver leur nom sur des listes. J'ai beau appeler Enekam, il n'y a pas de solution. Dans la diaspora, à Genève, jusqu'à l'heure qu'il est, à Marseille, jusqu'à l'heure qu'il est, en Algérie, jusqu'à l'heure qu'il est, j'en passe. Nos représentants d'ailleurs font des vidéos sur les réseaux sociaux, n'ont pas pu accéder dans le bureau de vote. Nous avons souscrit à toutes les formalités. Nous avons délivré des mandats. Nous avons jusqu'à mercredi dernier, selon le communiqué de l'ECAM, envoyé des mandats à l'ECAM pour que les fax soient envoyés aux ambassades. Rien du tout. Dans certaines localités, les chefs traditionnels à l'ouest sont en train d'être timidés. Dans d'autres localités, ici même à Yaoundé et ailleurs, ils continuent à battre campagne devant les bureaux de vote, à promettre de l'argent, à mettre 10 000 dans des enveloppes, on ne sait comment. Dans certaines localités dans le nord, nos représentants ont surpris des gens qui se baladent dans les rues avec 300, 400 cartes. Comment ils se sont retrouvés avec? Et lorsqu'ils les prennent en chasse, ils se réfugient à la mairie. Et c'est le sous-préfet qui les appelle pour les menacer, pour les intimider. Ceux qui nous ont méprisés pendant 36 ans sont aux abois. C'est la panique. Et comme nous l'avons dit, la victoire aujourd'hui est celle de l'opposition. Et nous devons nous battre pour apporter la preuve de cette victoire. Levez-vous, chers concitoyens. Descendez sur le terrain. Allez défendre vos votes. Plusieurs des représentants que nous avons désignés, nous le savions, ont été retournés. Certains ont été intimidés. Certains ont même disparu avec les mandats. D'accord. Mais il faut savoir qu'il y a une différence entre un représentant et un scrutateur. Ce soir, au moment du dépouillement, les présidents des bureaux de vote vont donc désigner les scrutateurs. Vous devez être là. Et au-delà, nous devons tous nous constituer en contrôleurs de notre vote. Sortez des maisons, rentrez là où vous avez voté, allez sur le terrain, constituons dès maintenant l'armée de contrôle de notre vote. On ne doit pas nous voler notre victoire. Si vous attendez le contentieux, c'est peine perdue. Si vous attendez 18 heures, c'est peine perdue. Tout se joue maintenant. Tout se joue dès maintenant jusqu'à 18 heures. Alors levez-vous. Allez surveiller. Allez encourager ceux qui sont sur le terrain. Nous avons travaillé bénévolement depuis 1 an. On a souhaité une mutualisation dans cette affaire. Allez vous-même sur le terrain. C'est nous qui sommes bâtonnés. C'est nous qui sommes intimidés. C'est nous qui sommes refoulés. C'est nous qui sommes bloqués. Où sont les autres? Le débat n'est plus là. Ils peuvent nous rejoindre maintenant. Je tends la main aux autres forces de l'opposition. Je tends même la main aux forces du changement qu'il y a dans le parti au pouvoir. Serons-nous les coudes? C'est maintenant ou jamais. Je répète, sortez des chambres, sortez des maisons, allons sur le terrain, autour des bureaux de vote, identifions-les. Et l'ECAM n'a pas publié la liste des bureaux de vote. Et l'ECAM n'a pas publié la liste de tous les inscrits sur les listes électorales. Je peux vous le dire, le chiffre qui circule est faux. Il y a plus de 6,5 millions d'inscrits. Je suis même sûr qu'il y en a 1 million, voire 2 millions de plus. Les cartes n'ont pas disparu pour rien. Ces cartes qui étaient en souffrance. Ne nous laissons pas voler le fruit de nos efforts. Ne nous laissons pas voler notre victoire. Je suis ferme là-dessus. Personne ne le fera. Mais je n'y parviendrai qu'avec vous. Nous y sommes parvenus jusqu'ici ensemble. S'il faut que nous arrachions notre victoire avec les mains, nous allons le faire. Sortez des maisons. Rentrez autour des bureaux de vote, vous en avez le droit. Surveillez ce qui s'y passe. Ne laissez aucune anomalie prospérer. À bon entendeur, salut. Je suis au QG. Vous pouvez même venir ici nous rejoindre.
mais allez surtout sur le terrain, allons surveiller. Bon, voilà. Donc, chers amis africains, vous venez là d'écouter le jeune Camerounais de 38 ans, Cabral Limbi, candidat à l'élection présidentielle, qui vient de décrire les conditions de vote au Cameroun où le système France-Afrique, à travers un vieux fatigué, un président Kouyouyuma, donc un mort-vivant, qui est en train de se maintenir au pouvoir par tous les moyens, il est en train d'exercer donc la fraude. Voilà pourquoi vous voyez le candidat Cabral Limbi appelle les Camerounais à aller faire le Saint-Thomas. Vous vous souvenez, nous au Congo-Brazzaville, on connaît cette affaire. N'eût été la présence des gens sur le terrain, nous n'aurons pas connaître que Sassou Nguesso n'avait eu que 8%, parce que le peuple congolais a été vigilant sur le terrain. Les résultats de vote, tous les résultats qui sont sortis ont démontré que Sassou n'a jamais gagné. C'est là où nous avons cloué l'homme. Malheureusement, comme l'a dit Cabral Limbi, que si vous attendez le contentieux, mais le contentieux, c'est toujours ceux qui sont au pouvoir qui vont gagner, parce qu'ils ont les armes avec eux, ils ont l'argent avec eux, ils ont la diplomatie à deux vitesses, la diplomatie menée par des gens comme des Bertrand Kosuri, l'ambassadeur de France au Congo, des pauvres types. Donc, ils ne peuvent que du côté des reptiliens de la mauvaise espèce, donc éventuellement renverser le vote. Vous voyez? Et donc, comme Cabral Limbi a dit, s'il faut que le peuple aille chercher sa victoire, même avec des mains nues, mais ils le feront. Et voilà pourquoi il lance un appel à l'armée camerounaise. Comprenez que avec un jeune, vous avez certainement une bonne longévité de pouvoir servir les forces armées camerounaises. Il est peut-être grand temps que vous tournez la page au temps Biya et d'avancer. Ça aussi, c'est aussi un avertissement pour nos amis de la République démocratique du Congo. Une élection organisée par un despote, par un dictateur, vous croyez que quoi? Ça va vous emmener quoi? On aura les mêmes problèmes. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont emmener des militaires sur lui, l'attaquer. Cette diplomatie à deux vitesses qui va fermer la bouche, fera semblant de dire « Non, mais ne le faites rien. » Mais entre-temps, l'homme va se retrouver en prison. C'est ça la réalité, chers amis. Alors, pour qu'on chasse les despotes, les hommes doivent être sur le terrain, le sang des innocents doivent couler pour pouvoir avoir la liberté. C'est cela, malheureusement, le prix à payer pour la révolution face aux despotes, face aux reptiliens de la mauvaise espèce. Il faut être sur le terrain. Vous devez vous battre avec des hommes qui ont des armes. Ils vont tirer sur vous, il y a de ceux qui vont tomber, mais ceux qui ne tomberont pas arriveront maintenant à mettre leurs mains sur ces armes utilisées par les forces armées. Vous voyez qu'on a toujours dit que contre l'armée, contre un civil détient une arme, ça devient le danger le plus absolu que l'humanité n'a jamais connu. Vous voyez, chers amis. Donc, c'était ça sur ce point de Cabral Limbi. Il était nécessaire que nous puissions vous passer cet extrait pour que vous puissiez écouter de vous-même ce qui est en train de se passer au Cameroun. Ce sera identique. Le même phénomène, nous le verrons en République démocratique du Congo. L'Occident nous embrouille. On vous le dit, chers amis. L'Occident ne veut pas voir la démocratie chez nous. Ce qui est plus important à l'Occident, c'est d'aller piquer nos matières premières, de piller nos minéraux et de nous tuer, de nous massacrer. Et nous devons résister. Nous sommes des humains. Tous, Dieu nous a dotés d'une intelligence et nous devons utiliser notre intelligence pour la survie. L'unique survie, ça sera chasser les dictateurs et mettre en place de véritables institutions afin de pouvoir gérer nos économies et nos États. Bon, je vais rapidement, là où je viens de vous passer le candidat Cabral Limbi, ce qui est curieux, c'est qu'il y a un autre Camerounais qui a fait une déclaration que vraiment... bon, nous allons d'abord tourner la caméra et nous allons tous écouter ce que ce Camerounais-là dit. Vous voyez que nous faisons face à une jeunesse à deux vitesses. Une jeunesse qui suit les intérêts, donc le côté personnel, c'est-à-dire que cette jeunesse qui veut toujours demeurer au top, c'est-à-dire que les autres vont forcément venir les vénérer, qui ne veulent pas voir son voisin dans de bonnes conditions d'études, d'éducation, de trouver un emploi consistant et de travailler pour sa famille. Une jeunesse qui veut toujours demeurer là, supérieure, c'est-à-dire les amis du quartier, personne ne doit percer. Forcément que les amis du quartier viennent s'agenouiller auprès de lui. C'est cette forme de jeunesse que nous allons donc vous montrer tout à l'heure dans cette vidéo et vous allez écouter de vous-même. Et nous avons donc notre mot à dire par rapport à ça.
Bon, c'est cette jeunesse, nous allons écouter cette vidéo. Déjà, nous avons besoin d'un leader rassembleur. Ça, c'est très important pour notre peuple. Moi, à 37 ans aujourd'hui, j'ai connu ces frères qui aiment vivre ensemble parce qu'on a toujours connu la paix dans notre pays, parce qu'on a toujours voulu vivre ensemble. On s'accepte toujours. Et au niveau du vote, je n'ai aucun doute pour qui je vais voter. Mais le plus important, c'est que mes frères fassent comme moi. Moi personnellement, je vais voter le candidat président pour Biya, pour toutes ces choses qu'il m'a apportées dans ma vie, dans ma carrière, et pour toutes ces choses que j'ai connues. Bon, là vous écoutez le footballeur Samuel Eto'o. Je crois que vous venez tous de l'écouter. Hein? Il parle d'un candidat rassembleur. Notre pays n'a jamais connu le problème, mais ce qui est archi faux. Aujourd'hui, le Cameroun au nord est dans la destruction totale. Nous avons tous vu l'armée camerounaise s'est débarquée au nord du Cameroun pour massacrer des femmes et des enfants. Les vidéos vont faire le tour du monde. Nous allons encore aller chercher cette vidéo et nous allons encore le mettre sur notre mur. Ça, c'est l'armée camerounaise, envoyée par qui? Par Paul Biya, au nord du Cameroun. Massacrer des femmes et des enfants, des femmes qui portaient des bébés au dos. Et ça fait le tour du monde. Donc, M. Samuel Eto'o ne peut pas nous dire ici que leur pays n'a jamais connu le problème, que Biya était rassembleur. Vous voyez? Et Samuel Eto'o invite les jeunes du Cameroun à voter pour le candidat président Paul Biya. Et lui, il dit, pour tous les biens qu'il a fait pour lui. Chers amis, les privilèges, c'est ça qui est en train de réduire la jeunesse africaine à la mendicité, à la dépendance, à ne pas penser aux autres, à ne pas penser au futur et à l'avenir du pays, même de leurs propres enfants. Parce que, chers amis, nous ne pouvons pas continuer à vivre au présent, à l'instant T. C'est-à-dire que j'ai des multimilliards qui viennent de Paul Biya et moi je compte à ma vie, j'ai déjà préparé des comptes bancaires pour mes enfants et ainsi de suite. Non, chers amis. Au nom de ses intérêts personnels, il demande aux jeunes Camerounais d'aller voter, mais il oublie ces jeunes Camerounais-là, on nous a montré des écoles au Cameroun, où les enfants ne peuvent pas s'asseoir, où il y a de la boue qui rentre dans les écoles, tous ces jeunes Camerounais chômeurs qu'ils ont soutenus. Vous vous souvenez qu'il y a des années passées, ou quelques mois passés, M. Eto'o avait eu des problèmes avec une fille qu'on appelait Nkwa, c'est le prénom qui m'échappe, Nathalie Nkwa ou un truc pareil. C'est tout le peuple camerounais qui était derrière lui. Beaucoup de jeunes Africains étaient derrière lui. On peut dire toutes les mamans du Cameroun ont été derrière Samuel Eto'o parce que c'est l'enfant prodigue. C'est ce fils que ce pays a aimé, ce pays a poussé, les gens ont prié, ont apporté des bénédictions. Mais vous voyez, en monnaie du singe pour ses intérêts personnels, il demande aux jeunes Camerounais souffrant pendant. Donc, je demande à ceux qui m'appellent d'arrêter d'appeler parce que ceux-là qui m'appellent, je vais les virer dans mon compte, je vais les virer sur la liste de mes amis. Parce que vous me perdez les fils des idées comme ça, voilà. Donc, on disait, tous ces jeunes Camerounais chômeurs qui ne trouvent pas d'emploi, que ce soit de Yaoundé, que ce soit de Douala, que ce soit au nord, ainsi de suite. Oui, chers amis. Alors, Samuel Eto'o dit tout ce que Paul Biya a fait pour lui. Donc on peut dire que oui, tout ce que Paul Biya a fait pour sa carrière et tout ce qu'il a fait pour lui. Donc nous pouvons considérer que Samuel Eto'o n'a jamais construit, même les hôpitaux qu'on nous montre qu'il a construit, une école qu'il a construite au Cameroun, c'est pas lui qui l'a construit. Il a construit avec l'argent du Cameroun, mais parce que Biya qui lui a donné cet argent, donc en réalité, il n'a jamais utilisé son propre argent dans toutes ces actions humanitaires qu'il est en train de faire, c'est l'argent du Cameroun. Donc, depuis très longtemps, il a toujours resté ce côté bref du pouvoir, qui profite des intérêts du pouvoir et profite aussi du soutien, du support que le peuple camerounais lui apporte, même du peuple africain. Chers amis, j'avais beaucoup de l'estime pour Samuel Eto'o.
j'étais vraiment un véritable fan de Samuel Eto'o. Mais du moment où moi j'ai suivi cette vidéo, je dis, mais moi je croyais que Samuel Eto'o était très intelligent. Il y a deux choses. Ou vous supportez Biya et vous fermez votre bouche, vous restez dans votre coin là-bas, vous ne venez pas le dire au micro, d'accord, on peut se comprendre, tu vas voter ton Biya, tu vas le voter. Mais quand tu viens sur les médias publics, toi, un homme célèbre, dont il faut le dire que Samuel Eto'o doit reconnaître qu'il est le symbole du Cameroun. Et il est le symbole d'un Cameroun uni. Il n'est pas le symbole d'un Cameroun qui prône les valeurs d'un clan au pouvoir. C'est cela aussi. Hein? Quand on est star national, quand on est icône nationale, on doit demeurer dans ces rangs-là. On ferme sa bouche sur le terrain politique, sur des questions qui posent des problèmes, là où vous savez qu'il y a des nordistes qui sont en train de revendiquer un certain nombre de droits, vous voyez? Et que Samuel Eto'o, qui, peut-être par manque de maturité, brise sa pensée, hein, brise son identité, parce qu'il faut le dire qu'on l'a bâti là comme icône nationale. Il brise ça pour les intérêts personnels. Est-ce que c'est Biya qui lui a demandé de venir le dire? Ça, nous ne savons pas, ça c'est certain, c'est certain. Mais en tout cas, au moment où vous le faites, alors là, vous déroutez, vous shiftez, vous changez de camp. Quand vous changez de camp, vous sautez dans le rang des icônes nationales. Et donc, vous devenez quoi? Une poubelle, vous devenez de la pourriture, vous devenez un petit reptilien qu'on est en train de bâtir au nom des intérêts. Parce que Samuel Eto'o, personnellement, je pensais qu'il était un footballeur intelligent, hein, même dans sa capacité de penser. Je ne pouvais pas comprendre, je ne pouvais pas personnellement penser que Samuel Eto'o va venir devant les médias dire que par rapport à tous les biens, donc à tous les privilèges, je vais aller voter pour Biya. Mais il ne pense qu'à lui, à ses privilèges. Et les mamans du Cameroun qui ne peuvent pas aller se soigner, les enfants, les mamans qui donnent les enfants dans des maternités foutues, dans des conditions archaïques, des gens au nom de tous les chômeurs du Cameroun, de tous ces jeunes qui sont en train de courir, de chercher la vie, de tous ces jeunes-là qui quittent. Nous avons vu récemment toutes ces jeunes femmes, des femmes camerounaises qui sont prises comme des esclaves en Arabie Saoudite. Alors, chers amis, au nom de nos sœurs du Cameroun, là, qui pleurent là, les vidéos sont là. Alors, Samuel Eto'o pense d'abord à ses intérêts personnels. Alors, on nous dit que c'est un pauvre type, dommage, parce que nous sommes ici dans le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde, et tout le monde critique tout le monde. C'est pas parce que vous avez des multimilliards, vous voyagez dans des jets privés, et que vous voulez narguer tout un peuple. Vous voulez narguer tout un peuple camerounais. Je ne suis pas camerounais, mais vous narguez la jeunesse camerounaise et moi je fais partie de cette jeunesse africaine. Nous pensons que Samuel Eto'o pouvait rentrer dans le cadre de soutenir le candidat Cabral Limbi. 38 ans, il a 38 ans, soutenir cette jeunesse, promouvoir cette jeunesse. Comme d'ailleurs, nous voyons, il vient essayer de promouvoir le football au Congo-Brazzaville dans son petit centre. Et nous, là encore, nous doutions que ce sont les fonds de Samuel Eto'o. C'est un projet qu'il a mis en place, mais financé par Paul Biya, parce qu'il vient de le dire lui-même, au nom de tout ce qu'il a fait pour lui, de sa carrière, tout ce qu'il lui donne. Voyez, c'est ça. Alors, Samuel Eto'o est un pauvre type. À partir d'aujourd'hui, l'estime que moi j'avais pour Samuel Eto'o, je le jette à la poubelle, je le mets dans la classe des reptiliens de la mauvaise espèce. Samuel Eto'o, c'est cette forme de cette jeunesse africaine qui veut toujours rester chef, toujours au-dessus, que les autres continuent à souffrir. Quand il passe, les gens courent chez lui, ils vont demander de l'argent, lui ouvre les portails. Samuel Eto'o, c'est ce genre des Africains qui veulent toujours dominer sur la jeunesse. Et nous disons non à cette façon de penser archaïque, dans l'égoïsme, dans cette façon de faire. Et on le dit, à partir d'aujourd'hui, nous avons mis une croix simplement à Samuel Eto'o parce que nous le prenons comme une pourriture. Si un homme d'affaires comme Mo Ibrahim, multimilliardaire plus que Samuel Eto'o, qui a des multitonnes d'argent, des véritables relations que Samuel Eto'o, il dit que les jeunes Africains ne peuvent plus faire confiance aux dictateurs, aux vieux qui ont déjà plus de 50 ans, plus de 70 ans. Ils vont nous emmener où? Ils vont emmener l'Afrique où? Ils vont emmener l'Afrique droit dans la tombe. Et Samuel Eto'o vient dire à ces jeunes Africains d'aller voter pour un Kouyouma, donc un mort-vivant, qui passe quasiment 90% de son temps en Suisse, à l'extérieur, et non pas s'occuper des problèmes du Cameroun. Alors, c'est très triste pour les amis de Samuel Eto'o si nous pensons
ces gens-là, il faut les effacer. Si il y a des jeunes Africains avec de l'estime pour Samuel Eto'o, on vous dit tournez les dos, allez chercher des jeunes d'autres Africains qui ont des idées de la jeunesse africaine. L'Afrique qui évolue ensemble, l'Afrique qui voit sa jeunesse aller en avant, l'Afrique qui voit sa jeunesse. Tout jeune a le droit d'avoir une bonne éducation, un emploi. Tout jeune ne peut pas aller donner sa vie dans les Méditerranéens ou dans la Libye. Vous voyez, chers amis, Samuel Eto'o, c'est ce genre de jeunes-là qui poussent les jeunes Camerounais, les jeunes Africains à aller dans le chemin là où c'est difficile, là où c'est épineux. Vous voyez, chers amis, parce qu'ils veulent toujours qu'on continue de les vénérer. Vous voyez, chers amis, donc on le dit d'une manière claire, Samuel Eto'o est un pauvre type. On le dit, nous n'avons rien à penser qu'il est supérieur à nous, parce que mentalement, nous avons un cerveau assis, et du point de vue éducation, nous avons un cerveau tranquille. Du point de vue financier, nous ne cherchons pas aussi à être des hommes hyper financiers. Le minimum que nous avons nous donne le goût de vivre. Et donc, nous demandons aux jeunes Africains, ceux-là qui supportaient Samuel Eto'o, qui pensaient que Samuel Eto'o était un roi, de l'envoyer à la poubelle et à l'hécatombe. Voilà. Donc, on va essayer de voir. Je vais simplement essayer de faire jouer une autre vidéo. Je vais essayer de changer le micro. Ça, c'est très important. L'insécurité dans la diaspora. Bon, je crois qu'on avait commencé à aborder ce sujet avec John Lewis, mais on a eu un problème technique, et puis il y avait des gens qui ont voulu boycotter son émission, des gens qui ne faisaient qu'appeler, et donc tout ça, ça a chamboulé le programme, ça a tout détruit. Et donc, certainement que nous reviendrons sur ça avec lui la semaine prochaine, mais c'était quand même nécessaire que nous puissions jouer cette vidéo pour nos supporters canadiens et américains. On va essayer de voir. Si on va essayer de voir. Les opposants. Bon, voilà. Donc, on a le bon son. On va tourner. On va écouter. Tabassé, la tête d'un ancien général mis à prix, des agents secrets retraités au rôle trouble, la vie de la diaspora congolaise en France a des airs de roman d'espionnage. Dernier épisode en date, une tentative d'assassinat contre Ferdinand Mbaou, fomentée par d'anciens agents de la DGSE, les services secrets français. Aujourd'hui réfugié en France, ce général est devenu un farouche opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso depuis son retour au pouvoir en 1997. En 2015 déjà, il échappe à une première tentative d'assassinat devant son domicile en région parisienne. Il s'en sortira indemne mais gardera une balle logée dans le dos. La plainte, elle, vient d'être classée sans suite. J'ai eu de la chance. Mais la chance que j'ai eue, tout le monde l'a pas. Nous avons peur et oui, nous nous sentons menacés partout, même ici en France. Cet autre opposant est passé à tabac en mai 2017 alors qu'il se rend à une manifestation contre la visite de Denis Sassou Nguesso à Paris. Il se fait frapper par un partisan du régime, encouragé par des membres de la garde présidentielle qui filment la scène et postent la vidéo sur Internet. C'est la plainte que j'avais déposée contre la garde rapprochée donc, de M. Sassou Nguesso. Sur Internet, Roland Lévy-Nitou dénonce les luxueuses propriétés détenues en France par le président Sassou et son entourage, comme cette villa sur les hauteurs de Nice. Des révélations explosives pour le pouvoir, dans un pays où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pour l'activiste, la France ne protège pas assez la diaspora congolaise. On ne peut pas accepter que la violence, que Sassou Nguesso nous apporte la violence, il ramène la violence ici en France. C'est inadmissible que moi je me fasse agresser en plein jour, en plein Paris. On arrête ces gars de rapprocher et jusqu'à présent ma plainte n'avance pas. Et ça montre qu'il y a un problème. Face à la menace, la diaspora congolaise tente de s'organiser. Raphaël Goma dirige une organisation d'opposants. Ce franco-congolais n'a pas remis les pieds à Brazzaville depuis 2005. Il ne se déplace jamais seul depuis qu'il affirme qu'une voiture a tenté de le renverser. Il accuse les autorités françaises de complaisance vis-à-vis de certains dirigeants africains. La France-Afrique, c'est pas terminé tant que la France aura besoin des intérêts en Afrique, notamment le pétrole, l'uranium et que sais-je encore. La France continuera toujours à manipuler ces dirigeants-là. Parce qu'ils préfèrent des gens
qui sont là pour servir les intérêts français. Les autorités congolaises ont pour l'heure démenti toutes les accusations portées à leur encontre. Bon, voilà. Des entabassés. Bon, c'était nécessaire qu'on fasse jouer cette section de la vidéo. Nous portons notre soutien à Roland Nitou, au général Mbaou et à notre compatriote aussi. À tous ceux qui sont menacés, il faut le dire que tous nous sommes menacés d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Les menaces peuvent être aussi par les coups de fil que nous recevons, des messages inbox Facebook que nous recevons, des insultes, ou encore des messages que nous recevons simplement dans nos comptes YouTube, ainsi de suite. Face à une telle menace, que voulons-nous faire? La France, nous savons déjà que la France demeure sur cette lancée de la protection du criminel, Sassou, le chronique paresseux national, donc éventuellement à n'importe quel prix. Que devons-nous faire? Les opposants s'organisent. Que devons-nous faire? Mes chers amis, il n'y a pas une autre organisation que nous pouvons faire. L'unique organisation que nous devons faire, c'est de mettre en place des stratégies militaires qui nous permettront d'aller s'attaquer à Sassou, qui nous permettront de brûler Oyo, de brûler Tikapika, de brûler tout ce système Sassou. Et chers amis, c'est ça. Tant que nous n'avancerons pas sur le projet militaire, rien ne va se faire au Congo. La France va continuer à se sucrer, prendre son pétrole et son gaz en Dienon ou encore en haute mer. Si le Congo n'est pas en feu à 100, bon, ils vont continuer à se sucrer. Et nous allons continuer à faire ce bruit-là, à rester dans la diaspora, à se plaindre que oui, bon, ma vie est menacée, on m'a tabassé. Les stratégies militaires, c'est ce que nous devons le faire. Et dans nos stratégies militaires que nous mettons en place, nous allons cibler tout. Sassou, les partenaires de Sassou qui travaillent pour comploter contre les Congolais. C'est cela, chers amis. Il faut qu'il y ait des menaces parce que eux, ils nous menacent. Face à leurs menaces, nous faisons quoi? Nous allons nous contenter de venir se plaindre ou nous allons aussi nous-mêmes bâtir des stratégies qui nous permettront de contre-attaquer avant qu'ils puissent nous arrêter. Et avant qu'ils puissent mettre notre main sur nous, nous avons déjà avancé pour pouvoir les arrêter avant qu'ils arrivent à nous, ou à nos enfants ou à notre famille. Alors la solution du Congo, elle est militaire. On le dit, chers amis. Ceux-là qui nous pensent au dialogue, laissez cette affaire du dialogue-là. Il n'y aura pas de bons résultats avec cette affaire du dialogue. La solution pour régler le compte Sassou est militaire. Il y a deux façons que ce projet-là peut arriver. Premièrement, ça sont les deux options, ou les Mossi, je le répète, les Mossi, qui se plaignent pour leur futur, selon leur général Nyangambwala au procès du général Mokoko, qui a dit l'avenir de Mossi. Les Mossi ont deux choix, ou ils livrent leur roi, et en livrant le roi, ça sera le symbole de la réconciliation avec tous les autres peuples du Congo, même le peuple cabinet. Et en ce moment-là, nous allons parler d'une réconciliation, d'une véritable paix, et puis une façon de pouvoir se partager de la richesse nationale dans la tranquillité et dans la paix. Si les Mossi ne livrent pas le roi, quand je parle de livrer le roi, c'est exécuter Sassou, il n'y a rien à faire, chers amis. Je ne parle pas d'autre chose ici. Si les Mossi ne livrent pas le roi, alors les Mossi en ce moment-là subiront le sort que donc nous sommes en train de voir arriver au Congo, c'est-à-dire le génocide des Mossi. Comme d'ailleurs les Mossi eux-mêmes, ils ont commis le génocide des Kouyou, le génocide de Congo, le génocide dans le sud du Congo. Les autres peuples du Congo aussi viendront avec leur vengeance. Parce que la vengeance est naturelle. La vengeance, c'est quelque chose qui est naturel. Et nous, en tant que peuple congolais averti, ces lanceurs d'alerte, nous sommes en train de voir ce danger arriver. Voilà pourquoi nous venons avec cette problématique, le dire en public. Comme ça, tout un chacun peut déjà commencer à tirer des conseils, à prendre des décisions. Aucun Congolais ne viendra vous dire la vérité que nous sommes en train de vous dire. Ce qui est vrai, le peuple Congo se vengera du peuple Mossi et personne ne va les empêcher de prendre leur vengeance. C'est cela la réalité, parce que la vengeance, elle est naturelle. Les peuples Kouyou viendront avec leur vengeance sur les Mossi. C'est ça la réalité, personne ne va les empêcher. Le peuple Kabinet viendront avec leur vengeance parce que Sassou a sacrifié le Kabila à cause du pétrole du Kabila.
et éventuellement à sacrifier le Kabila par le pacte pétrolier qu'il a signé entre lui, Total, et l'Angola, ce qui a permis à l'Angola de venir envahir militairement le Congo en donnant le pouvoir, en faisant le coup d'État qui a chassé le président démocratiquement élu du Congo, président Pascal Lissouba, et remettant le pouvoir à Sassou par le prix des armes. Et il n'y a pas que des Congolais qui sont morts, des nombreux cabinets ont perdu leur vie. Donc, des cabinets attendent ce moment-là pour le peuple Mossi. Donc, nous sommes en train de le dire au peuple congolais, au peuple Mossi. Votre avenir et votre futur au Congo ne dépendra que de vous-même. Vous avez là deux options. Parce que pour le moment, vous êtes dans cette joie, parce que vous avez commis ces crimes avec votre roi, vous êtes en train de le vénérer. Mais ça va durer combien de temps? 20 ans, 50 ans, 100 ans? Même après 500 ans, il y aura une vengeance qui se fera. C'est ça la réalité. Et vous devez savoir que ça arrivera. Personne n'empêchera ces peuples-là de prendre leur vengeance. Et c'est cela la réalité, chers amis. Voilà pourquoi nous sommes en train de venir le dire en public, amener la problématique, pour que les Mbossi comprennent que, oui, les papas Mbossi certainement vont s'en foutre éperdument parce qu'ils ont des multimilliards, mais ça veut seulement dire qu'ils n'auront plus de terre au Congo. Ils n'auront plus de vie au Congo parce qu'il n'y aura aucun Mbossi qui vivra au Congo. Parce que ça sera l'extermination du peuple Mbossi. Donc, le génocide de Kouyou que les Mbossi ont commis, les Kouyou vont venger. Le génocide de Congo que les Kouyou ont commis, que les Mbossi ont commis, les Congos vont venger. Le génocide dans tout le sud du Congo, les gens de Nyari, là-bas, de la Bouenza, ou même les gens de Wando, que ça soit massacré, vont prendre leur vengeance sur les Mbossi. Alors, peuple Mbossi, un homme averti en vaut deux. C'est ça la réalité. Face à la vengeance et face à ce que nous sommes en train de voir pour cette affaire de Sassou Denis, des opposants qui sont en difficulté, et vous voyez des menaces qui viennent partout, la France incapable de pouvoir protéger ceux qui sont venus trouver protection auprès d'eux. Et ce que nous sommes en train de regarder, c'est que la France, ce que la France fait, c'est simplement protéger les intérêts d'un clan, d'une famille. Mais ce qui est vrai, chers amis, la fin finira par arriver. Notre fin, il y a deux choses. Si les Mbossi ne comprennent pas comment pour livrer le roi, alors nous, simplement, nous voulons dire aux Mbossi ici, faites comme cette publication que nous venons de voir sur Brazza News. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Livrez votre roi, on vous le dit, livrez votre roi, livrez-le. Le chronique paresseux national, le criminel, l'homme à la coiffe du diable, livrez-le. Comme cette photo que nous venons de prendre sur Brazza News. C'est ça la réalité, chers amis. Si vous ne faites pas ça, vous subirez le sort. Et c'est cela la réalité, parce que c'est la loi de la nature. Personne ne pourra empêcher ces gens-là de venger. Bon, voilà, nous allons essayer de regarder si nous allons oublier autre chose. Mais, chers amis, cette insécurité-là, cette insécurité que nous sommes en train de voir avec les opposants, mais il faut aussi dire qu'il y a des Congolais qui sont là, qui sont en train de trahir, qui donnent les informations aux gens du système. Même quand on parle des anciens services secrets français, mais ils travaillent avec des Congolais. C'est même Congolais de la diaspora. Chers amis, en tout cas, vous allez nous excuser parce que moi, j'ai simplement envie de vous faire voir une photo ici. Je ne sais pas si on va arriver à voir cette photo-là. Je vais simplement aller le chercher là. C'est très important. C'est très important parce que il faut dire la vérité aux gens. Hein, parce que nous sommes ici pour dire la vérité aux gens. Il y a l'insécurité. L'insécurité est créée par qui? Par nos propres gens de la diaspora. Ceux-là qui ont l'habitude de côtoyer avec les gens du service Sassou. Ceux-là qui n'ont jamais oublié la mangeoire. C'est ça l'ami, hein, c'est ça, chers amis. Le privilège soit par le bien, le contact direct avec Sassou, le contact direct avec les adeptes de Sassou, les adeptes du diable, nous manger ensemble. Et on veut vouloir nous parler au nom de l'amitié. Chers amis, nous allons vous faire montrer une photo, mais en tout cas, nous avons l'habitude de dire, nous ne venons provoquer personne. Hein? Mais si vous prenez vos photos, hein, vous le publiez là,
avec vos commentaires. Il faut s'attendre qu'il y aura des Congolais qui vont réagir à vos photos. Il y a ceux qui vont réagir positivement, il y a ceux qui vont réagir négativement, il y a ceux qui vont s'en foutre. Mais comme nous sommes sur un terrain sensible de la vérité, nous réagissons d'une manière forte et efficace à toute publication que vous allez faire. Donc, si après ce direct-là, ces amis-là qui vont se sentir vexés dans cette photo, mais en tout cas, ce n'est pas nous qui avons publié cette photo, c'est vous-même qui vous l'avez publiée. Et donc, si vous publiez votre photo, vous devez vous attendre aux gens comme de Bernard Pongui qui ne laissent pas passer des conneries. Nous sommes là pour frapper, pour dire la vérité au peuple. Nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde voit tout le monde. C'est ça le système du baie vitré. Donc, si vous venez avec vos photos, mais vous allez vous attendre qu'il y a des gens qui vont réagir. Donc, chers amis, cette trahison-là, l'insécurité des Congolais de la diaspora, ça part aussi de nous-mêmes les Congolais. Nous qui côtoyons ces gens de système-là. Comment voulez-vous que nous, qui sommes dans cette diaspora, qui combattons le système Sassou, puissions vous faire confiance si vous côtoyez les gens de ce régime? Et de sur quoi vous ne vous cassez même plus. Vous publiez même vos photos et vous faites vos commentaires. Et nous, on va simplement le tourner. Et s'ils vont penser que ce sont des attaques personnelles, tant pis pour eux. Mais en tout cas, nous sommes là pour dire la vérité. Voilà par exemple ce compatriote-là. Moi, je tais les noms. Je ne prononce pas son nom. Mais vous le voyez. Regardez un peu la publication qu'il fait. Il dit, bon, ce compatriote, vous le savez, il dit, avec l'homme du peuple dans une rencontre du centre. Dans une rencontre du centre. Il dit, avec l'homme du peuple dans une rencontre du centre. Et il a cité le nom d'In Elvis Talisson. Il a cité le nom de Diaf, de Kevin Joseph Diafouka. Ensemble, tout devient possible. Et regardez la photo. Vous voyez? Bon, ça sont nos amis de la diaspora. Ceux qui font des vidéos à tout moment. Qui luttent contre les pratiques du régime Sassou. Et ça c'est Diak Lukweta, donc Kevin Joseph Diafouka. Et là vous avez Evrard Nango. Mais là vous avez qui? Dean Elvis Talisson, un fervent adepte de Sassou. Pona et Kolo, c'est eux qui ont mis le tout. Ces gens-là qui ont comploté dans le système de fraude électorale. Ceux-là qui ont travaillé dans ce projet de changer les résultats. Ceux-là qui ont envoyé les Paulin Makaï en prison, les Mokoko en prison, et tout ce monde, ce sont ces gens, les Dean Elvis Talisson. Bon, vous voyez les compatriotes comme ça, que nous respectons beaucoup dans la diaspora, que nous avons pensé que bon, nous travaillons tous ensemble, mais quand nous les voyons autour d'une table prendre de la bière, parce qu'il y a plusieurs photos, plusieurs publications, des photos en famille, en mode dans les maisons, on s'en fout au nom de vos amitiés, au nom de vos amitiés. Mais si vous faites vos amitiés, alors faites vos amitiés, mais de grâce, ne publiez pas vos photos là, et compte vos photos qui suscitent de la réaction, et après vous allez venir nous condamner que nous avons critiqué, nous avons cité vos noms. Dean Elvis Talisson, un fervent adepte du parti qu'on les travaille, un fervent homme, on peut dire, hein, un adepte de Sassou. Il mange Sassou, il respire Sassou, il ne vit que Sassou. Et vous êtes avec lui. Alors, chers amis, oui, restez avec lui, mais de grâce, ne publiez pas les photos. Si vous allez dans le mur ça, c'était dans le mur de notre frère Evrard Nango. Mais si vous allez dans le mur de Jacques Lukweta, on va aller le chercher. Vous verrez, les mêmes publications sont là et on nous dit au nom de vivre ensemble. Vous voyez, chers amis. Ouais, chers amis. Alors, ça, c'est inacceptable pour ceux qui pensent être dans ce combat. Et nous ne sommes pas là pour se faire des amis. Hein. Vous voyez, et là, nous sommes dans le mur de notre frère, là où il expose son épouse, lui-même avec les gens de ce système, les criminels du système du PCT, ceux-là qui ont mené le pays à l'abîme, ceux-là qui ont mené notre jeunesse. Mais s'il est en vacances, pourquoi il ne partait pas à Ngo, dans son village Ngo? Vous voyez, il y a plusieurs photos. Voilà, les photos sont là. Alors, chers amis, africains, face à toutes ces photos-là, vous voulez que des gens comme des Bernard Pongui se taisent simplement? Non, chers amis. Alors, voulez-vous qu'on donne confiance, continue à donner confiance à nos compatriotes? Alors non, personne en ce moment-là ne peut faire confiance à nos amis. Du moment où vous êtes les fervents
adeptes. Peut-être même vous êtes même ce bras d'information-là, de ce service à sous au niveau de l'Occident. C'est cela, chers amis, la vérité que certains Congolais ne peuvent pas vous dire, ils sont incapables de le dire, et nous sommes en train de vous le dire. Moi, je n'ai rien contre notre frère Kevin, ni notre frère Nango, mais quand vous avez, faites vos amitiés là-bas, ne venez pas publier vos photos avec les ennemis du peuple. Talisson travaille avec Sassou, c'est un ami de Sassou, il est ennemi du peuple. Ne venez pas nous dire que c'est un homme du peuple là. Alors, chers amis, la trahison, l'insécurité de la diaspora, c'est aussi nos propres compatriotes, ceux-là qui côtoient le système. Je ne dis pas que ceux-là, ce sont des espions du système, mais certains Congolais pourront croire qu'ils représentent aussi le bras d'information de ce système Sassou au niveau de l'Occident. Vous voyez, chers amis. Et ils ne sont pas seulement en France, il y en a en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, ainsi de suite. Et ça, nous ne pouvons plus continuer de voir ça. Tous ceux qui travaillent pour Sassou, qui ont été à la mangeoire à Sassou, mais vous savez, les stratégies c'est quoi? Les empoisonnements, on vous prend vos femmes, et ainsi de suite. Mais le cas le plus fervent ici, je vais essayer de voir si... je vais essayer de regarder ça. Vous voyez, chers amis, parce que nous ici, on vous dit toujours la vérité. Au nom de la vérité, vous vous souvenez de celui-là, Maître Coco? Sur cela, on revient à l'infraction. Vous vous souvenez, Maître Coco? Détention. Quelle est la signification du mot détention? Bon, voilà. Monsieur le Président, ces armes ont été trouvées où? Au domicile du général Mokoko. Bon, voilà. Lui, c'est qui? Maître Coco. Il accusait qui? Le général Mokoko. Il a servi qui? Le diable. Il est où aujourd'hui? Sous la terre. On n'a rien à cirer de lui. Nous sommes dans le principe de zéro émotion. Et si vous avez travaillé pour Sassou, vous n'êtes plus en vie. Pour nous, un bon débarras. Et on le dit, chers amis, pour nous, il n'y a plus d'émotion. Que ceux-là qui vont servir le criminel, qui vont à la mangeoire, qui vont se taper de l'argent, en condamnant les enfants du Congo, pensant qu'ils vont recevoir la compassion. Mais vous allez certainement recevoir la compassion auprès de ces Congolais faibles, mais pas des Congolais comme les Bernard Pongui. Zéro émotion pour le décès de Maître Coco. Et là, on nous parle même qu'il a été empoisonné. Ces médecins démontrent qu'il a été empoisonné. Mais vous voyez, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Vous allez condamner un innocent parce que vous avez pris de l'argent de la part d'un despote. Nous allons encore vous faire passer une autre vidéo. Et on le dit, chers amis, ça fait partie des choses que nous n'oublions jamais. Jamais nous allons oublier ces choses. Nous allons jamais oublier ces choses. Comme les Congolais oublient tellement très vite. Nous avons dit que nous sommes cette banque de données de la diaspora qui garde toutes les archives des publications, de la documentation, des vidéos. Pendant que vous avez déjà vu, vous avez oublié, mais nous avons là une banque de données. Nous avons mis en place un serveur quelque part, nous ne dirons pas où se trouvent ces serveurs, que nous payons mensuellement. Là, nous sommes en train de garder ces banques de données-là. Parce que quand le Congo va revenir à son état normal, un Congo nouveau, mais tous ceux-là qui ont fait du mal à la République payeront. Et ces vidéos-là seront là pour témoigner. Nous allons encore essayer de tourner et vous allez regarder de vous-même de quelle vidéo s'agit-il. Lui n'est pas congolais. Quand il arrive, il doit se présenter au peuple. Il se constitue. Vous l'aviez fait, non? Nous l'avions fait. Mais vous ne savez pas, je vais demander. J'ai terminé avec ce que je suis au peuple. Je vais prendre. Mais il ne peut pas.
recevoir les précautions sans pourtant que les avocats ne commencent à être constitués. Vous nous laissez défendre notre pays. Monsieur le Président, je dis non. Calmez-vous, je vais lancer. Parce que monsieur du Sénégal, là, je suis tout Bon, là où nous sommes au tribunal du Gondwana, le tribunal de Yokrasi, où vous aviez un procureur au Kongakala qui monte ses muscles devant les avocats de Okombi Salissa. La dictature, un avocat, un présumé, on peut dire condamné, qui va subir l'interrogatoire sans pourtant que cet avocat ne soit là. Et vous voyez le procureur en train de gueuler fort au-dessus de la loi du plus fort. C'est ça, ces actes-là. Ils paieront ça, ils répondront de ces actes devant le nouveau Congo. Voilà, chers amis démocrates africains, c'était tout ce que j'avais. Je suis en train de regarder si j'ai oublié quelque chose. Je crois que j'ai abordé tout le sujet que j'avais préparé pour aujourd'hui. Et nous mettions donc fin à notre direct d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. C'était long, mais c'est ça aussi le direct. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au revoir.